Bonjour à tous et bienvenue. C'est une sorte de consécration. Vladimir Poutine est dans tous les esprits. Personne ne doute de sa détermination. Chacun s'inquiète de sa capacité de nuisance. Qu'est-ce qu'il veut ? Jusqu'où ira-t-il et comment l'amadouer ? Le président russe règne par la peur qu'il suscite. Aux frontières de l'Ukraine, il a amassé quelque chose comme 120 000 hommes, une armée puissante, tout ce qu'il faut pour conquérir un pays et le tenir dans la longueur. L'Ukraine tremble, en tout cas elle appelle à l'aide, et l'Europe est convaincue qu'elle vit le moment le plus grave, le plus dangereux de son existence depuis la chute du mur de Berlin. C'est ce qu'a dit Joseph Borrell, qui est le commissaire chargé de sa diplomatie. Et il l'a dit à Washington, ce qui évidemment affaiblit un peu la démonstration. C'est peut-être pas le moment le plus dangereux, mais c'est sans doute le premier depuis un quart de siècle qui oblige les Européens à penser sur le long terme leur relation avec la Russie, avec l'orthodoxie, avec le monde slave, avec les anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale aussi, et le Bélarus. On va rejoindre Vladimir Fedorovski qui nous dira ce qu'il en pense. Il était lui aussi devant sa télévision lundi à observer le tête-à-tête Poutine-Macron à 7 mètres l'un de l'autre. Mais lui connaît les lieux, le décor, cette table qui est longue comme 3 tombes sous la neige que le monde entier a regardé avec stupéfaction parce qu'il la connaît si bien cette table qu'il aurait pu même camper en dessous. Le Kremlin n'a aucun secret pour Vladimir Fedorovski. Il est l'auteur russe le plus populaire en France. Et son dernier livre, Amour et inspiration, chez Ballant, c'est un voyage à la rencontre des grands peintres, des génies du XXe siècle. C'est aussi un idéal pour les acteurs d'actualité que sont les hommes politiques et parfois même les journalistes. L'amour et l'inspiration, ils en sont souvent dépourvus. Jusqu'où ira Vladimir Poutine en Afrique ? Au Mali aussi, des Russes en armes, une petite armée de moins d'1 millier d'hommes sur place, des mercenaires, des Occidentaux, des conseillers qui font de la formation dans le cadre d'un accord d'État à État, c'est ce que disent les dirigeants maliens, les putschistes. Là encore, la Russie oblige la France et au-delà les Européens à réfléchir à long terme à leur implication dans cette guerre au Sahel, cette guerre au terrorisme qu'ils mènent depuis maintenant 10 ans. Bonjour Antoine Glaser, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le plus connu des journalistes africains à Paris, un vétéran des guerres de l'information. Vous avez été le fondateur d'Africa Intelligence, la lettre du continent, un bon chasseur de ces grands fauves que sont les chefs d'État. Et vous avez récemment publié avec notre confrère Pascal Hérault, le piège africain de Macron, avec une longue interview fouillée du chef de l'État. Et est-ce qu'il s'attendait, à votre avis, il y a 1 an, quand vous l'avez rencontré, à se retrouver ainsi coincé, défié, dénoncé comme il l'est actuellement à Bamako ? Non, je pense qu'il pensait réellement qu'il maîtrisait la situation. Même si il a hérité, hérité l'opération Serval, Barkhane surtout, c'est vrai qu'il ne pensait pas laisser les choses en l'état. Mais il a totalement sous-estimé cette espèce de fin de période historique post-coloniale, comme si on était à nouveau dans la guerre froide, comme si la France était encore chez elle en Afrique. Il a sous-estimé la réaction de cette jeunesse africaine qui pensait rencontrer la société civile à Montpellier. Il a totalement sous-estimé la mondialisation de l'Afrique. La mondialisation de l'Afrique, c'est comme si à Paris, on ne savait pas ce que c'était. On voyait avec la Chine, mais quand il y a eu déjà la Turquie, il s'est emporté contre Erdogan. Il avait l'impression que Erdogan, finalement, piétinait les plates-bandes de la France déjà, non seulement en Libye, mais dans l'ensemble du Sahel. Et puis, je veux dire, le président Erdogan, il est aussi, c'est lui qui fait toutes les constructions dans le fief français du Sénégal, ou l'ex-fief français. Donc, je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas réellement mesuré comment, on est dans une nouvelle période historique, il a une détestation de ces anciennes colonies francophones. Il pense qu'à une seule chose, il était obsédé, sortir du précaré et aller les pays anglophones. Et c'est ce qui l'a empêché, à mon avis, de mesurer ce qui se passait réellement dans toute cette région. Mais vous non plus, vous n'aviez pas imaginé ce scénario. Honnêtement,
quand j'ai parlé de la mondialisation dans le piège africain de Macron, quand même, quand on l'a interviewé, c'était en septembre 2020, on lui posait déjà les questions. On lui disait, mais quand même, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes entre votre diplomatie d'influence, vous ne pouvez pas vous passer de ces autocrates, puisqu'ils sont au Conseil de sécurité comme observateurs et que vous avez maintenant systématiquement la Chine et la Russie contre vous. Donc, selon bénéficiait pendant la période de la guerre froide, Jacques Foccart, qui faisait voter en faveur de la France comme un seul homme aux Nations Unies, c'est fini. Et la France garde le poste opération des maintiens de la paix. Du coup, la France a toujours l'impression qu'elle peut toujours instrumentaliser la guerre en Libye, faire voter les résolutions, mais c'est fini. Ouais. C'est fini. Alors, l'ambassadeur de France, puisque vous parlez de diplomatie, a été expulsé. Bon, Paris a dit qu'il le rappelait, c'est une espèce de jeu de diplomate, mais il a été expulsé sans ménagement. Comme on jette dehors, ou comme on renvoie chez lui un migrant sans papier, sauf que là, il a dû partir sous les 3 jours, alors que quand c'est un migrant, ça prend beaucoup plus de temps. Le départ de cette excellence ne change rien, en réalité, sur le terrain, à la coopération entre Barkhane et l'armée malienne. On est quand même en fin de... C'est quand même ça veut dire, à mon avis, c'est la junte malienne qui a tiré la première. Ça veut dire qu'ils savent très bien qu'à terme, il y avait quand même un certain nombre de stratégies, mais quand c'est une armée aussi conventionnelle, lourde que Barkhane, ça se démantèle pas. Non, il ne se passera rien avant la présidentielle. Non, mais ils vont tirer très bien. À mon avis, il peut y avoir des déclarations d'Emmanuel Macron, parce qu'il a besoin, sur le plan politique, ne serait-ce que dans du franco-français, à quelques jours d'une campagne présidentielle, il a vraiment besoin de reprendre la main sur la diplomatie par rapport à l'Afrique. Ouais. Parce que ses autres partenaires, pas simplement africains, mais européens, quand vous les discutez off, au bout d'un moment, ils disent bon, nous on dit rien, la France faisait la sécurité, nous on faisait le business. Donc au bout d'un moment, je pense qu'Emmanuel Macron, il s'aperçoit bien que maintenant, ça c'est une période historique qui se termine, c'est le retour vers les côtes. Ça veut dire bunkérisation de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, et abandon de toute cette zone sahélo-saharienne pour le meilleur et pour le pire. 80%, 83% de la population mondiale vivra dans 10 ans sur une bande littorale qui ne fera pas plus de 70 km. C'est ce qu'on a découvert. Virer l'ambassadeur pour passer sa colère, c'est quand même à la fois un acte de faiblesse, mais en même temps, c'est le faire grand honneur. Et dans le même temps, tout continue comme avant. C'est vraiment dire que les diplomates ne servent pas à grand-chose. Oui, non, mais ça veut dire que surtout, c'est un diplomate, c'est des messages. C'est un message, c'est un message interne, comme quand la France agit souvent près de Barkhane, ou ne parle que des 55 militaires français qui sont morts pour le Mali, pour toute cette zone. La junte, c'est à usage interne. Il vient l'ambassadeur. À ce moment-là, vous avez 2 ou 3 millions de Maliens dans la rue, en disant voilà, la France, parce que c'est tout ce qu'ils ont. C'est pour ça que je parle d'une période historique et d'un anachronisme historique. Pour eux, ça les venge de vexation. Ils ont l'impression, quand ils sont vexés, quand ils ont été à l'ambassade de France pour avoir un visa, ils ne l'ont pas eu. Donc c'est cette France c'est la critique de la France, mais c'est vraiment du populisme africain, mais ça fonctionne parce que, encore une fois, c'est pas les histoires de lutte contre le terrorisme, de djihadisme, c'est vraiment une fin de période post-coloniale. Ça veut dire 60, 90, chute du mur de Berlin, fin de la guerre froide. La France se croit toujours un peu chez elle en Afrique, voit pas l'Afrique changer, se mondialiser. Et là, on a l'impression qu'il se passe 10, 20 ans. Et maintenant, on rentre dans le cœur de la mondialisation de l'Afrique, que c'est plus du tout la France, elle est plus chez elle. Et au contraire, là, même ses partenaires européens jouent double jeu. Est-ce que vous avez entendu un Italien, même un Allemand, qui parle du Mali ? D'ailleurs, la secrétaire d'État allemande, dont c'est le dossier, est allée au Mali, il y a quelques jours. Donc pour rencontrer directement les autorités maliennes. Donc ça veut dire que tout le monde va être maintenant en bilatéral. Avant, on demandait à la France, alors qu'est-ce qu'il faut faire, etc. C'est terminé. Ce qu'on a vu surtout, c'est que ceux qui devaient venir dans la force Takuba, il y a eu les Danois qui ont été expulsés par les putschistes qui n'en voulaient pas. Mais on voit que d'autres pays qui devaient contribuer à la force Takuba, qui devaient envoyer leur force spéciale s'entraîner donc au Mali, ont décidé d'y renoncer. Oui, mais parce que tous les trucs est très mal monté. En fait, sur le plan juridique, c'est du bilatéral. Ça veut dire, on dit que Takuba, c'est une force européenne, mais il faut que chaque
forces européennes fassent du bilatéral avec On va Agen. reparler du montage, du mensonge aussi, et puis de la propagande, parce qu'il y a quand même beaucoup de fabricants de fausses rumeurs qui diffament et qui jouent les mauvais esprits, notamment sur le net. Mais on va d'abord retrouver Vladimir Fedorovski, qui n'est pas sur le net, qui est à la campagne, seul avec sa feuille blanche enchaînée à son œuvre, et qui nous fait la gentillesse de passer donc un quart d'heure avec nous, avec les téléspectateurs de Télésud. Alors, Vladimir, la table blanche, longue comme une sorte longue comme un bowling, pratiquement, ce décor blanc comme une salle d'opération, une salle d'autopsie, pourrait-on dire, hein. Tout ce froid polaire du tête-à-tête qui a duré des heures, c'était fait exprès, c'est de la mise en scène calculée. C'est toujours une mise en scène. La table, c'est évidemment la distance qui sépare la Russie de l'Europe. Les Russes aujourd'hui ne désirent pas de l'Europe, ils désirent maintenant aller vers le continent de l'avenir, la Chine, l'Asie d'une manière générale. Ils considèrent que l'Europe est en train de s'islamiser, qu'elle a trahi ses valeurs judéo-chrétiennes. Cette table, évidemment, c'est un symbole. Oui. Qu'est-ce qui vous a frappé, vous qui êtes un spécialiste de la relation franco-russe? Ce n'est pas simplement un observateur, vous avez pratiqué, hein, vous avez été vous-même jadis diplomate à l'époque de la perestroïka. Qu'est-ce qui vous a frappé? C'est une relation qui est toujours décevante, mais qu'est-ce que vous avez vu dans cet échange entre Poutine et Macron? Ce qui m'a frappé le plus, c'est l'influence des agents d'influence français dans l'entourage de Poutine. Vous comprenez, il y a le premier agent d'influence, c'est ça qui a déterminé l'esprit de la rencontre, c'est évidemment Charles de Gaulle. Charles de Gaulle est adulé en Russie, il est considéré comme un fondateur maintenant de la France d'aujourd'hui, et sa phrase « l'Europe de l'Atlantique à l'Oural » a déterminé, à mon sens, la décision de Poutine vraiment d'aller au charbon avec Macron. D'autre part, il y a un deuxième agent d'influence. Ça, vous vous rappelez que j'ai travaillé beaucoup avec Mitterrand. Et Mitterrand, Védrine aussi, il a pratiqué une sorte de la politique gallo-mitterrandienne, je l'appelle. La quintessence de ça, son idée de la Confédération européenne, avec la participation de la Russie, et ça a laissé des traces, évidemment. Et je ne peux pas oublier mon ami Chirac, qui était un grand russophile, troisième l'influence, qui pensait que le triangle entre la France, la Russie et l'Allemagne, c'est l'avenir de l'Europe et c'est le seul moyen que l'Europe compte pour l'avenir. Est-ce que vous croyez possible, Vladimir, qu'il y ait déjà eu un accord, en fait, entre Joe Biden, qui connaît par cœur ses dossiers, et le président Poutine, quand ils se sont vus à Genève en juin dernier, et que tout le reste, ce soit finalement de l'esbrouffe, du battage, du tapage, de gesticulation, pour imposer les termes d'un accord aux entourages respectifs des deux hommes, à l'État profond aux États-Unis et aussi à l'extrême droite nationaliste et au service en Russie? Il y a des prémices de l'accord, mais vous comprenez, on est allé trop loin dans les fake news, dans la propagande. Il y a maintenant un mélange entre la propagande et la politique réelle, à tel point qu'on s'est placé devant la situation très dangereuse. Vous comprenez, aujourd'hui, les gens mentent et croient à leurs mensonges. Par exemple, il y a les fake news sur le fait que les Russes ils veulent prendre Kiev. C'est un mensonge, mais 100% de la presse en Occident en parlait, et les hommes sérieux, ils en parlaient. Vous comprenez, tout ça, c'est assez ambigu. Mais je pense que la France, elle peut jouer un rôle assez important dans le contexte actuel pour nous éloigner un tout petit peu de ce seuil de la guerre qui était toujours possible. Emmanuel Macron est rentré à Paris en parlant de
de désescalade. On n'a pas utilisé les mêmes mots au Kremlin. On dit qu'il y a eu la volonté de ne pas provoquer d'escalade, il y a une petite nuance. Mais bon, on a quand même l'impression qu'il y a le début d'une amorce, d'une négociation, d'un compromis, et que Vladimir Poutine a fait un cadeau, en fait, à Emmanuel Macron. Oui, il a fait un cadeau évidemment électoral, Emmanuel Macron, puisque s'il réussit sa médiation, il ne devient pas Daladier, contrairement à ce que dit la presse aujourd'hui, il devient Churchill de temps moderne. Alors il est élu. C'est un cadeau, mais sérieusement parlant, il ne faut pas oublier que dans le contexte actuel, Macron, il a eu du courage pour aller contre l'avis, disons, de politiquement correct de la presse française, pour aller au charbon et nous éloigner de la guerre. En fait, il y a une base pour ça. Tout d'abord, Poutine, il ne veut pas du tout envahir l'Ukraine. Ça, c'est un mensonge. D'ailleurs, c'est contre ses intérêts. Il y aura la guérilla, tout ça. D'ailleurs, l'Ukraine est dans l'état pitoyable. Les Russes, ils ont toujours dit que si l'Ukraine essaie de reconquérir Donbass par les moyens militaires en violant les accords de Minsk, comme disait Poutine, si vous interdisez la langue russe et surtout si vous faites un nettoyage ethnique contre la population russophone, il va bouger. Alors vous comprenez, ça c'est une grande différence entre la propagande sur le désir de conquérir l'Ukraine et la réaction. Ça c'est le premier point. Et deuxième point, c'est inévitable. J'ai participé autrefois dans la création du système de sécurité européenne, avec Mitterrand, avec les autres, etc., tant de Gorbatchev. Ce système n'existe pas. Aujourd'hui, si on installe les fusées en Ukraine, c'est à 8 minutes de Moscou. C'est inacceptable pour la Russie et dangereux pour le monde. Alors, il faut essayer de trouver les arrangements. Vous avez raison. Il y avait des prémices de l'ouverture de ce côté-là pendant les rencontres entre Biden et Poutine, mais Macron, il peut jouer un rôle intermédiaire assez important. Et je suis content, comme ça, il va renouer avec cette grande tradition. Dernière question, rapidement, cher Vladimir Fedorovski, les activités des mercenaires russes au Mali ont été évoquées, notamment en conférence de presse avec une question très directe au président russe qui a répondu que c'était une affaire commerciale privée, que le Kremlin n'avait rien à voir avec ça. Est-ce qu'il espère être cru quand il ment avec autant d'aplomb ? Vous avez peut-être remarqué qu'il a rajouté « il faut que je vérifie ». Alors, il y a une petite nuance. Sur ce plan, il a atteint sur ça. Mais vous comprenez, c'est l'ensemble des choses. S'il y a une sorte d'escalade, une détente dans les rapports franco-russes, certainement, l'Afrique n'est pas la priorité pour les Russes. Et on peut avoir les arrangements beaucoup plus faciles, y compris en Afrique, privé ou pas privé. Poutine joue un rôle déterminant dans le système russe. Évidemment, on peut trouver, il faut voir l'évidence, parce que l'adversaire là-bas, c'est un adversaire commun, même ailleurs. C'est l'islamisme agressiste. Qui est dangereux pour les Russes et dangereux pour les Français. Alors, on peut trouver le terrain d'entente dans la lutte contre le terrorisme, surtout au Sahel. Merci infiniment, Vladimir Fedorovski. Je rappelle, Amour et Inspiration vous souhaitent les deux. C'est publié chez Ballant. Bonne journée à vous. C'est quand même bien embêtant, Antoine Glaser, pour les dirigeants maliens, cette déclaration du président Poutine. L'État russe n'a rien à voir avec les entreprises qui opèrent au Mali, parce que ce qu'ils expliquent depuis des semaines, c'est que c'est un accord de coopération d'État à État pour assurer la formation des soldats maliens. Donc là, il y a une fiction qui vient d'être de voler en éclats. La vérité fait jour. Oui, comme dirait l'autre, oui et non, parce qu'en fait... oui, parce que je pense que Sadio Camara, le ministre malien de la Défense, a bien été signé à Moscou un accord de coopération militaire avec la Russie. Alors moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas, est-ce que c'était un projet d'accord ou autre. Il y a bien eu quelque chose, il y a quand même des avions
qui sont bien arrivés. Donc les avions qui apportent les troupes de Wagner sont des avions de l'armée russe. Non, mais il y a des hélicoptères qui ont été livrés par la Russie, ces hélicoptères, mais c'était là-dessus que compte d'ailleurs la junte malienne. Donc il se passe bien un certain nombre d'accords officiels, publics, entre la Russie et le Mali. En plus, il y a toujours une coopération militaire importante entre les deux pays. À mon avis, Wagner sert de leurre, parce que pour moi, tous les confrères se polarisent sur Wagner, les mercenaires. Bien sûr, on a vu comment ils agissent en Centrafrique ou ailleurs. Mais crime contre l'humanité. Globalement, quand vous voyez, je pense que la Russie, effectivement, ils ne veulent pas faire un clash avec la France sur l'histoire du Mali. Ce sont des opportunistes. Oui, mais ils marchent sur les brodequins de Barkhane, oui, quand même. Oui, mais c'est de l'opportunisme. Ça veut dire, d'après Vladimir Poutine, ils vont se payer sans doute avec un faible investissement, une sorte de protection, et surtout, qui nous dit, et puis il ne faut pas oublier l'Algérie, dont on ne parle jamais, qui est le grand acteur masqué de la région, qui a aussi des accords de coopération militaire extrêmement importants avec la Russie, et tout ça avec le Nord. Donc, très franchement, c'est d'abord, à mon avis, du business. Pour la Russie, c'est vraiment de l'opportunisme, comme quand la France s'est retirée plus ou moins avec Sangaris de la Centrafrique. Ce sont les Russes qui ont fait des accords de coopération entre la Seleka, etc., etc. Et là, j'ai l'impression qu'il y a aussi, ils vont profiter, encore une fois, d'un changement, d'une période historique, de sentiments anti-français. Le coût est très faible pour la Russie, même s'il y a un accord de coopération militaire. Alors, donc, il va y avoir... Nous, on est obsédés par Wagner, mais le vrai problème, la vraie divergence entre la junte malienne et la France, c'est la négociation avec M. Iyad Rali, le chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui a réussi à fédérer les Peuls du Massina, les anciens d'Algérie, du GIA, d'Al-Qaïda, du Maghreb islamique, et les Touaregs. C'est là, le vrai deal est là. Et la France considère que ce monsieur a du sang de soldats français sur les mains et refuse qu'il y ait une négociation. La vraie divergence, elle est là. Elle n'est pas vraiment sur l'histoire des Russes. D'ailleurs, la France s'est bien retirée avant même. C'est bien Emmanuel Macron qui a décidé de retirer déjà Barkhane, de Ménaka, Tombouctou et Tessalit. Oui, parce qu'il y avait peu d'activité militaire sur place. Non, mais une fois qu'on descend, là, c'est là où les choses se passent. Hein. Oui. Bon, alors, les Américains estiment à 1 millier de soldats, de mercenaires, donc, de soldats russes avec le logo Wagner sur, non pas le dossard. Des photos et tout. Oui, voilà. 1 millier, et pour un contrat qui serait un contrat 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. 10 millions de dollars par mois. Oui, mais oui, c'est ça, en exploitation minière. Oui. Donc, ça n'empêche que la junte n'arrête pas de dénoncer des rumeurs sans fondement, une campagne de désinformation, de dénigrement, la guerre psychologique et l'intoxication ne peuvent pas nous perturber, a dit absolument splendide le Premier ministre, qui a aussi accusé la France d'avoir joué la partition du Mali. Ça, c'est une vieille histoire depuis le début. Quand vous avez des amis maliens, ils n'hésitent pas à vous dire « Écoute, nous, les djihadistes, on s'en fout. Notre problème, ce sont les Touaregs, c'est l'indépendance du Nord, c'est l'Azawad. » Ils vont jusqu'à dire que c'était depuis, finalement, c'est ce qui est une réalité, d'ailleurs, comme la France a implosé la Libye, les Touaregs sont entrés avec armes et bagages au nord du Mali, veulent créer l'Azawad, sont alliés avec Al-Qaïda, qui étaient les Algériens du GIA, GSPC, qui sont arrivés. Donc, il y a une réalité. C'est pas Barkhane qui a voulu couper quoi que ce soit en deux, mais c'est vrai qu'il y a une tradition dans le renseignement des Français dans le Nord. Les Touaregs le renseignement et justice font pas bon de ménage, et c'est vrai que dans toute cette région, les Touaregs sont des gens du renseignement importants pour l'armée française. Pourquoi ? Pour la libération. Tout le monde a oublié, mais il y a eu la libération des otages du Niger avec Areva. Tout ça, ça s'est fait avec les Touaregs. C'est là où nos confrères, le 3 novembre 2013, Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été assassinés à Kidal, à mon avis enlevés, et à mon avis pour des histoires de rançon. Donc, quand Bamako a 1500 km, c'est pas les djihadistes. Le problème, c'est le business, le commerce, le problème dans toute la région. Quand la France dit que, par la voix de son chef d'état-major des armées, que la priorité française c'est de poursuivre la lutte contre le terrorisme au Sahel, il s'illusionne parce que la lutte contre le terrorisme, en réalité, c'est un rideau de fumée.
En tout cas, tout le monde, les militaires le disent eux-mêmes off, ils disent voilà, c'est pas avec Barkhane qu'on fait la lutte contre le terrorisme. C'est pas avec les Russes non plus. Mais non, mais le problème, c'est pas, honnêtement, c'est pas la lutte contre le terrorisme, le problème de la région. C'est qu'il n'y a plus de frontières. Cette région a implosé depuis la Mauritanie jusqu'au Soudan. Il n'y a plus d'Occidentaux. Regardez une carte du Quai d'Orsay, des voyageurs, tout est en rouge. Plus personne ne peut. Ça veut dire que toute la coopération franco-africaine, de coopération décentralisée, des ONG, tout ça c'est fini. Et c'est pour ça que Barkhane se trouve hors sol par rapport aux réalités du terrain. Pour le plus grand malheur des Maliens, l'ambassadeur, qui n'est jamais qu'un haut fonctionnaire qui distribue la manne, c'est-à-dire les millions de la coopération au profit des projets très concrets qui vont essentiellement vers les populations pauvres, l'ambassadeur a été viré. Et finalement, c'est assez révélateur de ce qui va se passer. De ce qui va se passer. Oui, c'est ça. L'abandon. La réalité, c'est que c'est pour ça quand la France veut faire des élections dans ce pays. Pour moi, la démocratie, c'est les contre-pouvoirs, c'est la justice, c'est la presse, etc. De faire des élections. Le Mali, comme le Burkina Faso, il n'y a plus que dans les capitales. Les juntes sont dans les capitales, mais le reste du pays est complètement dans le commerce informel et des groupes armés et du business. Le piège de Macron, c'est le retour des comptoirs. Mais c'est aussi le livre d'Antoine Glaser avec Pascal Hérault aux éditions Fayard et qui reste complètement d'actualité. Il était même un peu prophétique, précurseur. Il reste vrai. C'est pas vous qui... La modestie quand même des grands journalistes. Tout le monde sait ça, à quel point. C'est touchant. Merci beaucoup Antoine. Et à très vite j'espère. Et on se retrouve nous la semaine prochaine, même lieu, même heure.